de la ressource cognitive. Il faut qu'il y ait de la ressource cognitive au niveau de ces territoires-là. C'est la raison pour laquelle la carte de la formation du Sénégal a quasiment changé. Adama Ouad de Financial Afrique pour sa question. Peut-être, on vous laisse terminer, peut-être, avant... Oui, avant de passer peut-être à la salle. Oui. En fait, moi, j'ai une question. On parle d'aménagement du territoire. Le Sénégal, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui se trouve entre trois pays qui n'ont pas forcément la même monnaie et les mêmes aspirations, peut-être, ou les mêmes orientations, en fait. Je parle de la Gambie, qui est dans le Sénégal, qui a une autre monnaie que le franc CFA. Je parle de la Guinée-Conakry, qui a une autre monnaie. Je parle de la Mauritanie. Ce sont des pays plus que voisins, je dirais, très proches, voire même c'est les mêmes pays. Mais comment, de manière stratégique, le Sénégal doit envisager son développement par rapport à ces pays? Merci Adama. C'est une question très pertinente aussi par rapport à l'organisation spatiale du Sénégal, par rapport aussi à son développement. Vous le savez, c'est ce qui amène qu'on est un tout petit peu enclavé. Le Sénégal est un peu enclavé par rapport à ça. Mais aussi, nous avons de la chance d'avoir un pays qui a l'une des meilleures positions géographiques au monde. Ah bon? Ce n'est pas l'île de Hawaï? Nous sommes entre l'Europe et l'Afrique du Sud quasiment. Nous sommes aussi entre l'Asie et l'Amérique. Quand vous mettez la carte, la carte du monde, et que vous regardez le Sénégal, on a l'impression qu'on est le barycentre de ce monde en réalité. Ça, c'est une chance inouïe. Mais par rapport à la Mauritanie, par rapport à la Gambie et à la Guinée, c'est des questions, des fois, qui peuvent... j'aime bien en parler, mais c'est très géostratégique. Très délicat. Oui, c'est très géostratégique. Je n'ai pas envie de créer comment dirais-je encore... Des tensions amicales. Voilà, des tensions amicales. Mais nous avons l'obligation, nous, de mieux maîtriser notre territoire, de faire de telle sorte qu'on peut aller d'un point à un autre sans dépendre de notre pays. Que ça soit financièrement ou infrastructurellement. Alors, M. Djigo, voilà. Stratégiquement, que fait le Sénégal de la Gambie? Est-ce que pour aller vers les autres régions, il faut stratégiquement développer l'axe passant par Banjul ou bien le contournement? La Gambie est un pays ami, est un pays frère, est un pays qui partage énormément de choses avec le Sénégal, culturellement, même aujourd'hui politiquement. Maintenant, c'est aussi important d'être, comme je le disais, d'être autonome à 100%. Si on avait une possibilité d'avoir une route aussi ou une voie ferrée qui nous permet d'aller d'un pays à un autre, d'aller d'un point du Sénégal à un autre point du Sénégal sans passer par un autre pays, ce serait pas mal. Moi, c'est ce que je crois, en termes de géostratégie aussi. Des fois, c'est important. Mais est-ce que vous réfléchissez, excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous réfléchissez aux opportunités, justement, qu'offre le fait d'avoir des pays voisins? Parce que vous avez évoqué, après la question d'Adama Ouad, vous avez évoqué la chose comme si, en fait, il fallait faire attention à ne pas heurter les autres, etc. Mais est-ce que vous voyez le fait que ces pays-là aussi constituent des opportunités pour le Sénégal? Oui, c'est des opportunités, c'est ce que nous avons constaté. La Gambie est un pays frère, on échange énormément avec la Gambie. En termes économiques, même actuellement, on est en train de construire un pont au niveau de la Gambie qui va aider à désenclaver carrément cette partie du territoire. Vous aviez évoqué des industries, oui. Vous avez évoqué la formation avec les universités. Est-ce qu'il y a un modèle stratégique
pour se dire, étant donné qu'on a une frontière à Rosso Sénégal, Rosso Mauritanie, étant donné qu'on a une frontière avec la Gambie, avec les deux Guinées, alors est-ce qu'il y a des projets que vous allez mettre en place justement pour devenir quelque part un hub sous-régional? Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire en réalité. Quels sont ces projets? Voilà, j'ai dit, j'avais donné, je pense que je l'avais donné l'exemple de la patate et des pommes de terre que nous cultivons dans le nord. Il y a la Mauritanie parfois qui vient acheter ces patates et ces pommes de terre, qui retourne ses ailes, qui fabrique des biscuits et des chips parfois pour revenir nous les vendre. Nous, on aimerait bien, puisque c'est des consommateurs de biscuits et de chips, on aimerait bien leur vendre de biscuits et de chips que de leur vendre de la pomme de terre et de la patate. Nous consommons énormément de moutons. Il y a des fois les chameaux de la Mauritanie qui viennent au Sénégal et tout ça. On est en train de, par cette politique de développement territorial, faire de telle sorte que l'échange soit gagnant-gagnant, en fait, que ça ne soit pas à sens unique. Voilà, toutes ces questions-là ont été identifiées et seront réglées dans les propositions d'organisation spatiale, en fait. On va donner la parole à Adama Ouad au public pour recueillir leurs questions. Alors, s'il vous plaît, vous vous présentez, vous posez votre question. Monsieur Djigo va directement répondre à la question avant qu'on ne passe à d'autres questions. Donc, qui est-ce qui a des questions à poser? Alors, madame, on va commencer par vous. Oui, alors là, c'est le micro de King Fahd. Ah d'accord, bon, on va faire plus simple. On va juste prendre ce micro-là. Oui, parce que, non, mais pour la radio, en fait. On va juste prendre ce micro-là et ce sera plus simple. Merci, Sané. Merci beaucoup, Madame Chia. Merci, Monsieur Ouad. Merci donc à Monsieur Djigo pour la qualité de son intervention. Je voulais simplement poser deux questions. La première question, c'est par rapport à je suis Madame Safietou Diallo. Je suis expert comptable et je suis conseiller du directeur général de la Sénélec. Donc, je suis dans le secteur de l'énergie. Donc, Monsieur Djigo disait qu'il faut d'abord donner de l'eau, de l'électricité, donc l'énergie, et du savoir, comme des préalables un peu pour développer les pôles régionaux. Je voulais poser la question par rapport à la question de l'innovation. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas un accompagnement aussi pour l'innovation et aussi faire le lien entre ces micro-projets et les acteurs scientifiques et les acteurs technologiques et voire même les entreprises pour compléter votre modèle. La deuxième question, c'est par rapport à la politique des filières. Vous l'avez mentionné dans votre présentation à plusieurs reprises, vous avez parlé des filières, mais est-ce que la question de la collaboration aussi inter-filière ou inter-régionale ne se pose pas? Parce que les ressources ne sont pas très importantes chez nous et on n'a pas beaucoup de temps. Je pensais, est-ce qu'il y a des modèles aussi qui nous permettent de pouvoir mutualiser et pour pouvoir aller plus vite et faire des sauts qualitatifs beaucoup plus rapides? Je vous remercie. Merci à vous pour ces deux questions. Donc, nous allons vous laisser le soin, Monsieur Djigo, de répondre à ces deux questions avant de donner la parole à d'autres intervenants. Merci, Madame Diallo. Saluer de passage Monsieur le directeur général de la Sénélec, qui se trouve être un grand frère et un ami. Par rapport à l'innovation, c'est une question majeure en réalité, en fait. Et nous, dans le travail qu'on est en train de faire, pour ne rien laisser au hasard, quand on mettait en place le comité technique restreint, on s'est dit qu'il faut obligatoirement qu'on associe les universitaires et aussi qu'on associe les gens qui sont dans le secteur. C'est la raison pour laquelle nous avons dit nous partons de A vers Z. Et partir de A vers Z, c'est-à-dire on part du petit acteur qui est dans le rudimentaire
en essayant d'associer en fait voilà, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est innovation. C'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il nous faut des parcs industriels et artisanaux spécialisés. On part de la base pour arriver en fait à l'innovation. L'innovation, c'est vrai que c'est très important, mais on s'est dit aussi qu'il faut partir d'abord avant d'innover. Voilà, le lien entre les acteurs scientifiques et ce qui se fait à l'extérieur aussi est pris en compte en réalité. En fait. Voilà, merci. Pour la deuxième question. Le saut qualitatif. Voilà, je vais donner l'exemple des pots et cuirs à Touba d'abord, pour parler de là où nous voulons aller, en fait. Vous savez, quand je dis que si on commence à développer les pots et cuirs à Touba, on commence à fabriquer des chaussures à Touba, les gens vont nous dire, en fait, ou Angaï ou autres, vont nous dire, oui, nous, on va continuer à consommer les chaussures du Maroc parce que c'est plus fine. C'est plus fine parce que, en fait, c'est la meilleure qualité et tout. Mais la qualité, en termes de fabrication de produits, elle est souvent aléatoire. J'ai un professeur qui s'appelle Bernard Pecker, en fait, même si j'aime bien Martin Vanier et j'aime bien aussi Michel Godet, Pecker, c'est mon maître à penser, en fait. Un jour, il y avait un jeune qui fabriquait des t-shirts, qui était venu le voir en lui disant que moi, je fabrique des t-shirts avec du 100% coton, mais les gens ne l'achètent pas. Pourquoi? J'ai la meilleure qualité que les autres, mais les gens ne viennent pas acheter. Et j'ai essayé de territorialiser, comme vous l'avez dit, mais ça ne marche pas. Il leur a dit, en fait, il a dit aux jeunes, va voir le plus populaire de ton territoire et essaye de lui faire porter ton t-shirt. Et il est allé voir un rappeur que les jeunes aimaient bien, il lui a offert son t-shirt en lui disant aidez-moi, portez-le quand vous faites un concert. Et quand le gars a porté le produit, aujourd'hui, il fait partie des plus grands employeurs de ce territoire du fait qu'il y a eu une levée qualitative qui a fait que le produit marche. Nous aussi, on s'est dit, si on commençait à fabriquer des chaussures de Touba, par exemple, et que pendant le Magal de Touba, on en fait une journée de promotion de la chaussure et que le Khalif porte la babouche ou dit à tout le monde que cette babouche de Touba, les gens vont automatiquement, même s'il n'y a pas assez de qualité, les gens vont automatiquement commencer à consommer cette babouche. Et c'est à partir de là que l'innovation viendra par la suite. En réalité, il y a toujours un effet d'entraînement qui fait que ça va marcher par la suite. Nous avons énormément d'événements religieux qui peuvent porter nos produits en réalité, en fait. Surtout par rapport à l'autre point, au saut qualitatif. Vous savez, par rapport à l'organisation des filières, moi, j'ai dit un jour que la Sédiment achète beaucoup de maïs. Et quand la Sédiment traite le maïs, il le traite et la Sédiment obtient 3 produits. Il y a l'huile de maïs, il y a l'amidon de maïs et ce que j'appelle, je ne sais pas comment on l'appelle en fait, c'est le tchok, on dit en Wolof en fait. Le soin, c'est ce dont la Sédiment a besoin pour faire l'aliment pour les poussins, pour le bétail et tout ça. J'ai dit en fait, si on réussit à vendre la Sédiment, le soin, pas l'huile, pas l'amidon de maïs,
on fera un grand bond en avant. C'est comme ça qu'on gère les filières. C'est la raison pour laquelle, quand vous parliez de tannerie, je vous ai répondu de la sorte. En fait. En réalité, il y a une façon de faire les choses de manière professionnelle. Voilà, de manière très professionnelle et filiarisée en quelque sorte. En fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il y a ce monsieur-là, et puis ensuite, nous viendrons à vous, madame. Et... Samy, vous pouvez déplacer le micro là-bas. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Mahamadou Baldé, économiste de l'environnement et du développement durable. Je suis également fondateur et dirigeant de Vive Afrique, qui est un média qui porte sur l'environnement et le développement durable, aussi partenaire de Financial Afrique. Alors, je vais, pour mon cas, faire une suggestion par rapport au sujet qui est posé. Créer des millions d'emplois dans les territoires au Sénégal. Je suis, pour ma part, originaire de Kolda. Et ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui chôment. Ce sont des jeunes qui, au début, sont formés dans des villages environnants de Kolda. Puis après, sont venus faire le collège à Kolda. Bon, c'était moins. Et puis après le bac, sont venus à Dakar, à l'université. Donc vous l'avez dit, l'éclatement, ça ne date pas de longtemps. Beaucoup de gens sont venus à Dakar, ils ont fait 2 ans, 3 ans, ont obtenu une licence, ou parfois sont arrêtés en 2e année, puis n'ont pas eu de travail, n'ont pas eu de stage même, sont rentrés, non pas à Kolda, mais directement dans leur village. Pour faire quoi? Eh bien pour faire de l'agriculture, comme le faisait leur père, comme le faisait leur grand-père, comme le faisait leur arrière-arrière-grand-père sans doute, derrière un âne ou bien derrière un cheval. Et cette forme d'agriculture, nous le savons, ce n'est pas du tout productif. Ce n'est pas quelque chose qui permettra vraiment de relever le niveau de vie de ces populations-là. Alors mon idée dans vraiment l'aménagement du territoire, de sorte à créer des millions d'emplois, ce serait peut-être de spécialiser ces territoires-là. Nous sommes une région, en tout cas pour ce qui est de Kolda, hyper dotée, où il pleut énormément. On peut y développer des filières dans l'agroforesterie qui permettraient de fixer les jeunes sur place et puis de leur permettre de créer, d'auto-entreprendre surtout, pour connaître vraiment un développement fulgurant, aussi bien pour ce qui est de leur cadre de vie, de leur niveau de vie, mais également pour la région. Et je pense autant pour les autres régions aussi du Sénégal. Donc cela renvoie carrément à la formation, à une formation spécialisée, repensée en adéquation avec vraiment les atouts de la région. Je pense qu'il faudrait démarrer par ça. Mais le tout général, tous vont faire série L, série S, et puis après finissent par se bousculer à l'université. Non seulement ce n'est pas supportable, on le sait, avec les grèves qui ne finissent pas. Après, il n'y a pas de débouché en réalité. Donc il faudrait repenser les filières depuis peut-être l'entrée en 6e, pour que des gens qui sont moins, qui ont peut-être 10 ou maximum 12, qui n'arrivent pas à dépasser ce type de notes-là, soient orientés vers des formations plutôt professionnalisantes tout de suite. Donc après un CAP, après un BTS, on est opérationnel sur le terrain et on peut avoir un minimum qui nous permette de vivre. À mon avis, c'est comme ça, je ne sais pas ce qu'en pense M. Digo, mais à mon avis, c'est comme ça qu'on créera des millions d'emplois au Sénégal. Avant de donner juste la parole à M. Digo, dans vos propos, vous dites les élèves qui n'arrivent pas à avoir de bonnes moyennes, qu'on les redirige vers ces filières. Alors, même des élèves qui sont très bons peuvent être redirigés vers ces filières, parce que aussi c'est une question aussi de choix, il me semble. On va laisser le soin à M. Digo de réagir par rapport à votre contribution intéressante également. Merci, M. Baldé. En réalité, vous me rejoignez. Peut-être je ne m'étais pas bien exprimé par rapport à la spécialisation des territoires. Nous avons dit, ce que nous voulons, c'est après avoir cartographié toutes les ressources du territoire sénégalais, c'est de proposer ce qu'on appelle des parcs industriels et artisanaux spécialisés. Et dans ces parcs, par exemple, j'avais donné l'exemple de la Casamance. Nous nous sommes dit, la Casamance est un territoire de forêt, c'est de la foresterie. Donc, il faut, mettre en place, en fait,
à la fois articulé avec l'université de Ziguinchor, les centres de formation, pour bien développer la forêt avec le développement durable, puisque vous êtes spécialiste du développement durable, mais aussi exploiter la forêt de façon intelligente, en fabriquant les cure-dents que je disais au niveau de la Casamance, parce qu'il y a assez d'arbres et de forêts qui peuvent nous aider à fabriquer des cure-dents, du papier, des boîtes à jus, du jus d'orange, jus vinaigre et tout ça qui viennent de la forêt, qu'on forme les gens pour fabriquer ces produits dont on utilise quotidiennement. Nous allons au niveau de la région du pôle territoire Sénégal oriental. Au niveau de Sénégal oriental, c'est une région minière. Vous savez, nous avons du fer là-bas, nous avons de l'or et autres. On met en place des infrastructures pour l'exploitation de ces mines. Et puis, on fait de telle sorte qu'aussi, au niveau de ces territoires-là, de Kédougou, de Tamba et autres, qu'on fabrique nos koulous là-bas, puisque nous consommons énormément de koulous, qu'on fabrique nos cuillères là-bas, qu'on fabrique les trombones au niveau du Sénégal oriental, qu'on fabrique aussi les cadenas et tout ce qui est attrait au métal, qu'on fabrique dans la région où on trouve la ressource métal. Mais qui dit fabriquer, dit aussi une ressource cognitive. Il faut obligatoirement former les gens à partir de là-bas. Maintenant, au niveau de Kaolack, de Fatick, de Kaffrine et tout ça, au niveau du pôle territoire Sine Saloum, les ressources que nous avons constatées, que nous avons détectées là-bas, c'est l'arachide, parce que c'est le bassin arachidier. Faire de telle sorte que le savoir-faire tourne autour de l'exploitation de la filière arachidière, mais aussi il y a le sel. Faire de telle sorte que c'est pour ça que je parlais d'industrie de micro-conditionnement en réalité en fait. Nous parlons la même chose, hein. Il n'y a pas de différence en réalité. Il l'a si bien dit tout à l'heure, c'est une contribution. Donc il a précisé tout en tenant compte de l'aspect développement durable. Et qui dit développement durable, il ne s'agit pas d'exploiter la ressource de façon archaïque ou anarchique, mais qu'il y ait un véritable projet de développement autour de la ressource. Quand on coupe un arbre, on plante 2 arbres derrière. Quand on coupe 3 arbres, on plante 6 arbres à côté. Et aussi, on fait de telle sorte qu'au niveau de la recherche et tout, qu'on ait la possibilité de réduire la durée comment dirais-je encore, de l'accroissement de l'arbre. Vous savez, quand l'arbre fait 25 ans pour mûrir, on a des technologies aujourd'hui qui peuvent nous aider à faire de telle sorte que la maturation de l'arbre ne dure pas 25 ans, mais voilà, dure 10 ans et tout ça. On va donner la parole à Madame en rose. S'il vous plaît, présentez-vous et votre question, s'il vous plaît. Bonjour, alors c'est Ndea Stoukebe. Je suis la directrice des risques et engagements au niveau du FONGIP. Alors j'avais 2 questions pour Monsieur Digo. La première, c'est est-ce que l'ANAT, dans le cadre de ses activités, essaie de créer des synergies avec les autres structures de l'État? Si oui, lesquelles? La seconde et dernière question, c'est est-ce que l'ANAT a les moyens de ses ambitions? Alors, si la réponse est non, j'aimerais savoir quelles sont les stratégies mises en place par l'ANAT pour juguler ces contraintes-là et atteindre les objectifs qui lui sont assignés par le chef de l'État. Merci. Francis? FONGIP. FONGIP, oui. Chez Doudouka? Ok, merci. Merci, Madame Kébé. Je réponds directement. Oui, directement. Voilà. Ça c'est le bilan diagnostique du plan national d'aménagement et de développement territorial du Sénégal qu'on est en train d'élaborer. Je l'avais dit tantôt, l'aménagement du territoire n'est pas quelque chose de cloisonné en réalité, c'est quelque chose de transversal, avec une démarche systémique en réalité en fait. Quand on avait commencé à faire ce travail-là, nous avons mis en place
un comité technique restreint composé des structures stratégiques. Et après, il y a la Commission nationale d'aménagement du territoire et le Conseil interministériel. Du coup, tout ce qu'on a eu à faire dans ce rapport, ce sont les autres, en réalité, les autres secteurs, en fait. Nous travaillons de façon synergique, de façon systémique, avec l'ensemble des structures de l'État, y compris aussi les élus locaux, la gouvernance territoriale, et les gouverneurs, les préfets. Nous avons même eu, pour valider cela, nous avons eu à organiser 14 en fait, CRD au niveau des régions pour partager avec à la fois le commandement territorial, comme on dit, et les autres, les travaux qui sont ici. Maintenant, c'était quoi la seconde question? C'est sur les stratégies pour juguler les contraintes, s'il existe. Oui, des contraintes, il y en a toujours. Vous savez, malheureusement, on a un système parfois qui est un peu cloisonné quand même. Il y a des structures qui tardent parfois à collaborer du fait que elles ont peut-être des modèles économiques ou d'autres modèles qui dataient de très longtemps. Et chez nous, parfois, on a peur du changement, c'est ce qui fait qu'il nous arrive d'avoir des résistances, mais de façon très intelligente, quand on explique aux gens ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour eux. Quand on essaye d'articuler, de montrer aux agriculteurs, aux éleveurs, où se trouve l'eau souterraine du Sénégal. Ils collaborent en réalité, en fait. Voilà, c'est comme ça que nous faisons. Nous disons aux agriculteurs, vous ne pouvez pas aller sans ceux qui sont dans l'hydraulique, et vous ne pouvez pas aller aussi sans ceux qui font du transport. Donc, il faut tout le monde pour faire de l'aménagement du territoire. Merci. Alors, monsieur qui est juste à côté de... Alors, je suis désolée. Merci, Sané. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Rivolala Ratsimondrési. Je suis le cofondateur le premier accélérateur de PME du Sénégal qui s'appelle la Rencontre des entrepreneurs. Notre principale mission est de faire de l'accompagnement opérationnel aux PME en apportant de l'expertise, du capital et puis du réseau. Alors, je vais partir à partir des faits. Le dernier recensement global des entreprises au Sénégal, je pense que c'est leur dernière étude qui est disponible, montre que 97% du tissu entrepreneurial du Sénégal est informel et qu'il n'y a que 3% qui est formel. Et dans les 3% qui est formel, 67% du PIB du Sénégal, c'est-à-dire la production de richesse, est apportée par ces 3%. Et quand vous regardez, quand vous couplez avec, quand vous analysez ce qu'on appelle la banque des données économiques et financières des entreprises du Sénégal, qui est publiée annuellement par l'ANSD, l'étude montre clairement depuis des années que ces 3% d'entreprises sont tous déjà en sureffectif. Donc ma question c'est, par quels moyens, par quelle stratégie allez-vous développer les millions d'emplois que vous prenez en fait demain par le thème? Donc ça c'est une première question. Et puis il y a une deuxième sous-question. Dans un pays où il y a beaucoup de matières premières, le Sénégal a du phosphate, matière première stratégique pour tout ce qui est engrais, le Sénégal a de l'or, le Sénégal, vous avez dit tout à l'heure, le Sénégal a de la peau, du moins via la tannerie, du moins du côté de Diourbel. Le Sénégal a découvert du pétrole, le Sénégal a du gaz. Alors, est-ce que la digitalisation, ce qui en somme signifie le développement du service, est véritablement en fait la priorité finalement du moins du Sénégal versus industrialisation? Merci. Merci. Je commence par la dernière question par rapport à la digitalisation. Je l'ai dit, tantôt le président avait dit que puisqu'il a trouvé aussi des urgences, et on ne veut pas être en retard par rapport à ce qui se fait
aussi un peu partout. Il ne fallait pas laisser en compte en fait tout ce qui est l'économie numérique, l'économie de connaissances et autres. Mais par contre, par rapport à la stratégie, surtout pour rendre formel, pour bien structurer l'économie, bien exploiter les ressources, nous avons proposé qu'il y ait ce qu'on appelle des parcs industriels et artisanaux spécialisés. C'est l'idée des pôles territoires. Vous savez, nous avons 3 types de territoires. En réalité, un peu partout, il y a les territoires tels que les communes qui font du service urbain, les territoires intermédiaires qui font des fois du relais, du social, de la sécurité ou autres, les départements, et après les régions ou les pôles qui font de l'économie. Parce que pour faire de l'économie aussi, il faut un marché, il faut une université, il faut des voies de communication, des infrastructures et autres. Nous nous sommes rendus compte, je ne l'avais pas dit dans le diagnostic, qu'on a un système productif local archaïque. Je l'avais dit tantôt, nous avons une formation qui ne cale pas avec les réalités économiques d'aujourd'hui. Nous avons un secteur informel très important. Nous nous sommes dit, si on réussit à mettre en place ces parcs industriels et artisanaux au niveau de ces territoires-là, et qu'on propose à ce que toutes les activités en fait se fassent au niveau de ces parcs. Donc c'est la formalisation directement en fait. C'est la coupe contre l'informel direct. Parce que nous n'allons pas accepter qu'on distribue des kits d'entreprise ou des kits d'industrie dans ces parcs d'industrie ou d'entreprises informelles dans ces parcs. De ce fait, on va essayer de transférer le système productif local au niveau de ces parcs. Et ce transfèrement-là, c'est la modernisation, l'innovation qu'il y a derrière, de faire de telle sorte que l'informel ne vient pas avec. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En mettant en place une gouvernance souple quand même, qui va accompagner les entreprises qui seront dans ces parcs industriels et artisanaux spécialisés. Tout a été très bien réfléchi parce que nous savons qu'en fait, le secteur informel, et aujourd'hui, c'est vrai que ça permet aux gens de ce que je disais, je disais que nous avons des métiers très ethnicisés. Quand on parle d'élevage, on pense au peul. Quand on parle de pêche, on pense au lébou. Quand on parle de fer, on nous dit que ce sont les forgerons et autres. Et tout cela, nous sommes en train de vouloir régler ces questions-là à travers ces parcs industriels et artisanaux. Ça va être des Silicon Valley en quelque sorte en fait. Alors, apparemment, vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Je vais vous demander, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, de juste vous déplacer ici. Je suis désolée pour ça. En attendant, vous pouvez répondre à la deuxième question qu'il avait posée sur le sureffectif des entreprises déjà bien établies qui ne représentent que 3%. Excusez-moi, je suis désolée. Poursuivez et ensuite, on va le laisser réagir. Oui, c'est ce que je lui disais en réalité, en fait. Ah d'accord, vous avez déjà répondu. Oui. Juste en fait, ce que vous êtes en train de faire, je ne sais pas, avant, il y a le système qu'on appelle en fait, c'est pas du tout le communisme en fait, où on planifie l'économie. Ouais. C'est ce que vous essayez de faire, mais pourtant l'histoire en fait nous montre en fait que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous essayez de mettre en fait créer des pôles comme style Shenzhen, etc. et tout, mais quand vous regardez par exemple le modèle de Shenzhen, ce sont les zones économiques franches spécialisées. Il n'y a qu'en Chine, en fait, demain que ce truc-là a marché. Nulle part ailleurs, ça n'a pas marché. En Inde, ça n'a pas marché. Nulle part, ça n'a marché. Donc, ce que je veux dire juste par là, c'est que moi, ma question, c'est sur les millions d'emplois. Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les privés qui créent demain les emplois. Mais quand vous avez que 3%, et tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner, les 3%,
ce sont des multinationales. Il y a quelques-unes, et là on a la dame qui était là qui représente le Sénélec, mais quand les 3% sont des étrangers, qui produit 70% de la richesse de notre pays, le Sénégal que je considère comme mon pays, d'accord, parce qu'il est sur mon continent. Comment on fait? Comment on fait? C'est ça en fait. Donc, je vous ai dit tantôt que l'État aménage, organise et en même temps met en place une réglementation qui permet, par exemple, je l'ai dit, ça a marché avec l'immobilier, ça a marché avec l'aéroport international de Diass. Je ne vois pas pourquoi ça ne marchera pas. Nous, on n'est pas la Chine. Je l'avais dit tantôt qu'on est un pays très démocratique. On ne va pas imposer. Mais nous avons constaté que nous avons des ressources et des niches qui peuvent nous accompagner à créer énormément d'emplois. Ces niches, c'est quoi? C'est que nous avons fait le tour du monde aussi. Nous avons constaté qu'il y a des Sénégalais partout qui ont des moyens, qui veulent rentrer, investir dans ce pays et qui ne savent pas comment faire. Nous sommes allés jusqu'à dire, il y a des petites choses que je ne voulais même pas, rentrer dans des détails. Mais vous savez, l'ITA fait énormément de choses. Israël fait énormément de choses. Mais les Sénégalais ne savent pas. Avec le bissap aujourd'hui, on peut créer beaucoup d'emplois. Avec le bouilli, on peut créer beaucoup d'emplois parce que c'est des produits qui ont la cote à l'échelle internationale actuellement. Je parlais des clous, c'est des produits non périssables qui s'ils ne se vendent pas aujourd'hui, se vendront demain ou après-demain. Il y a juste des réglementations à mettre en place. Nous avons constaté qu'il y a un déficit de formation. Nous voulons les régler dans ce plan. Il y a un déficit lié à l'informel, nous voulons les régler dans ce plan. Il y a un déficit financier, il y a une niche financière qui est la diaspora. Beaucoup de gens savent que l'Europe est saturée, ça ne marche plus en Europe, les gens veulent rentrer. Les gens veulent rentrer et s'ils rentrent. Moi, j'ai regardé par rapport à la filière avicole. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'agriculture. C'est parce qu'il y avait la grippe aviaire, il y avait des problèmes qui s'étaient posés de par le passé. Qui a fait que nous avons pu nous organiser pour créer beaucoup de richesses et beaucoup d'emplois dans cette filière. Et c'est ce que nous allons faire dans les autres filières. Quand vous allez au casino, à Auchan, il vous arrive de retrouver du miel là-bas, du miel qui est fabriqué, qui n'est pas bio, alors que nous avons des millions de litres de miel à Kolda, à Madina Gounass et autres. Il suffit juste d'indiquer la voie pour qu'on y arrive. Et on va y arriver, Inch'Allah. Monsieur Djigo, je pense que ce débat-là, c'est un autre débat, parce que comme il l'a évoqué aussi, les 3% d'entreprises formelles avec une